Une pyramide à la forme insolite domine de toute sa hauteur la vallée du Nil. C'est le tombeau du pharaon Djéser dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire. La pyramide à degrés de Djéser est incroyable. C'est la première, la plus complexe. C'est l'origine de l'ère des pyramides. Sous le règne de ce pharaon s'opère une révolution architecturale. La construction du premier monument en hauteur de l'humanité, bâti intégralement en pierre. C'était une effervescence de construction en pierre. Entourée d'un gigantesque mur d'enceinte, la pyramide est au centre d'un immense complexe funéraire. Dessous se trouvent des kilomètres de galeries secrètes. Ils n'ont pas seulement construit 15 hectares en surface, ils ont aussi créé un monde souterrain sous le complexe de la pyramide à degrés. Pour réaliser cet exploit, c'est tout un peuple qui se mobilise. Donc, ce ne sont pas des esclaves qui ont construit les pyramides, ce sont des gens qui croyaient dans la puissance des dieux solaires. Depuis bientôt 2 siècles, les archéologues tentent de percer ce mystère et de trouver les réponses à leurs innombrables questions. Comment a-t-on pu construire un tel gratte-ciel sans les outils d'aujourd'hui? D'où ont-ils acheminé les millions de pierres indispensables à cette construction? Comment les Égyptiens ont-ils réussi à atteindre une hauteur de 60 mètres? Et enfin, cette première pyramide au monde a-t-elle été édifiée selon un plan précis ou est-elle le fruit du hasard? Pour la première fois sur le terrain, les archéologues bénéficient de nouvelles technologies comme le scanner laser ou la photogrammétrie. Elles vont leur apporter de nouveaux indices dans cette enquête commencée il y a 200 ans. Les données issues de la photogrammétrie sont très utiles. Vous pouvez les consulter, les analyser, les regarder de nouveau, vous positionner en hauteur, tout ça derrière votre ordinateur. La plupart des grandes découvertes sont faites quand on regarde depuis le ciel. Bienvenue dans l'archéologie 2.0. Égypte. Depuis 5 millénaires, ces monuments défient le temps. Les pyramides, des géantes qui fascinent les hommes. Il faut tourner le dos aux plus célèbres d'entre elles pour percer le mystère de leur naissance. À 1 heure du Caire, loin de l'agitation touristique, sur une piste désertique du plateau de Saqqara, du sable à perte de vue. Quand soudain surgit de l'horizon une montagne insolite. C'est la pyramide de Djéser qui domine la vallée du Nil depuis 4600 ans. Cette pyramide est la toute première pyramide de l'histoire. Et il s'agit du premier monument construit intégralement en pierre en Égypte ancienne. Elle inaugure l'ère des géants, qui s'étale sur plus d'1 millénaire et témoigne de l'apogée de la civilisation égyptienne qui dominait le monde. C'est l'époque du pharaon Djéser, premier roi de la 3e dynastie égyptienne. Il régna vraisemblablement entre 2691 et 2625 avant notre ère. La puissance de son royaume est telle que le pharaon se lance dans un projet architectural inédit dans l'histoire de l'humanité. Les monuments qu'ont fait ses prédécesseurs, ça montait pas plus que 10-12 mètres. Alors que lui, il passe de 10 mètres à 60. Et ça, c'est une révolution. Ses dimensions sont spectaculaires. Sa base rectangulaire mesure 121 mètres de long sur 109 mètres de large. Elle culmine à 60 mètres de hauteur. À ce niveau du plateau du désert, tout était plat. Le fait d'élever une sorte de montagne artificielle devait être quelque chose de très imposant, de très impressionnant aux yeux des Égyptiens. Un véritable gratte-ciel pour l'époque. Destiné à accueillir la dépouille du pharaon Djéser après sa mort, sa forme unique la rend immédiatement reconnaissable. Ce n'est pas encore la pyramide lisse de Khéops apparue 1 siècle plus tard, mais une pyramide en escalier, ou à degrés, pour reprendre le terme des égyptologues. Les tombeaux des dynasties précédentes étaient édifiés en briques de terre, faciles à produire et légères à transporter. Elle présentait cependant un inconvénient majeur. La brique se désagrège facilement, elle est soumise au vent, elle va s'user, au bout de quelques centaines d'années, elle va disparaître. La pierre est, aux yeux des Égyptiens, éternelle. Elle représente cette possibilité de construire une demeure d'éternité pour le pharaon. Si la pierre est éternelle, elle est aussi bien plus lourde.
elle exige une maîtrise technique pour son transport, sa taille ou encore sa pose. Et pourtant, les Égyptiens se lancent dans ce défi gigantesque directement à grande échelle. Et soudain, ils construisent en pierre, sur 15 hectares. La taille d'une grande ville du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et un mur d'enceinte de 1645 mètres de long. C'était une effervescence de construction en pierre. Djéser construit en pierre sur le plateau de Saqqara non seulement son futur tombeau, mais aussi tout un immense complexe funéraire. Et ce chantier titanesque est achevé en un temps record. Que tout cela ait été réalisé sous le règne de Djéser est étonnant, parce qu'on pense que Djéser a régné 19 ans. Pour une première, c'est un coup de maître. Alors comment les Égyptiens ont-ils accompli cette révolution technologique et architecturale ? Il n'y a aucun texte qui raconte la construction des pyramides. Les chercheurs, comme Bruno Deslandes, n'ont donc pas le choix. Pour percer le secret de Djéser, ils doivent faire parler la pierre. Heureusement pour eux, cette dernière décennie, des progrès spectaculaires ont été accomplis en matière d'imagerie scientifique. Les nouvelles technologies telles que la photogrammétrie, les scanners 3D, les prospections géophysiques, les géoradars permettent de progresser dans la connaissance de la construction de la pyramide. Ces technologies permettent aujourd'hui de mesurer avec une extrême précision la pyramide et ses environs, de la visualiser sous des angles impossibles pour un archéologue à pied et permettent de découvrir des lieux longtemps insoupçonnés. Pour percer le mystère des pyramides, la photogrammétrie est l'une des technologies les plus prometteuses. En 2018, une campagne scientifique d'une ampleur exceptionnelle a pour la première fois intégralement scanné 8 des plus importantes pyramides d'Égypte. La photogrammétrie, c'est une technique qui permet de reconstruire en 3D un site ou un monument. En fait, on fait un modèle 3D du visible. On va avoir un modèle très précis de la pyramide. Là, ce serait une précision en dessous du centimètre. Pour parvenir à ce niveau de détail, l'équipe de spécialistes, munis d'appareils de prise de vue et d'un drone, couvre chaque centimètre carré du site. Soit des dizaines de milliers de photos. Le drone a l'énorme avantage de prendre de la hauteur et d'offrir une vision inédite de la pyramide. Ça permet du coup d'avoir la pyramide, mais avec le terrain qui est tout autour. On va ensuite se rapprocher de la pyramide et donc du coup pouvoir distinguer chaque pierre, pouvoir les mesurer très précisément. Et comme ça, on peut avoir vraiment plusieurs niveaux de détail, avoir les petites fissures qui vont être dans un même modèle 3D que l'ensemble des dunes qu'il y a tout autour. Grâce à ce modèle généré par de puissants ordinateurs, les archéologues peuvent pour la première fois l'étudier sous des angles inédits et passer d'un seul clic du plus petit détail à la vue aérienne. Les données issues de la photogrammétrie sont très utiles. Vous pouvez les consulter, les analyser, les regarder de nouveau, vous positionner en hauteur, tout ça derrière votre ordinateur. Ils espèrent pouvoir déceler de nouveaux indices, comme des anomalies de terrain, qui donneraient des clés sur les méthodes de construction de la pyramide. Depuis 200 ans, les chercheurs arpentent ce site gigantesque, mais sa taille exceptionnelle rend impossible une compréhension à hauteur d'homme. Que faites-vous? Un ballon? Ou vous grimpez? C'est un examen de la pyramide qui n'a pas été possible jusqu'à la photogrammétrie, jusqu'au drone. Nous pouvons voir de grandes choses d'en haut. La plupart des grandes découvertes sont faites quand on regarde depuis le ciel. Voir le site d'en haut est alors essentiel. La photogrammétrie permet de déterminer avec précision les limites du complexe encore enfoui sous le sable et d'effectuer facilement des mesures très précises. Premier constat, la pyramide de Saqqara est positionnée à l'exact centre du complexe. La pyramide n'est donc pas un objet isolé. Cet ensemble s'étend sur 15 hectares, l'équivalent de 20 terrains de football. Pour comprendre la pyramide, il faut prendre en compte la totalité du complexe funéraire. C'est l'élément d'un ensemble qui avait pour but principal de garantir au roi une vie bienheureuse après la mort.
Le modèle photogrammétrique permet de prendre l'exacte mesure de l'ampleur de la ville qui accompagne la pyramide de Djéser. Au sud, une entrée à colonnade et un tombeau. À l'est, 2 palais, un au sud et un au nord, et une série de petits temples. Au nord, accolé à la pyramide, un autre temple funéraire. Et tous ces bâtiments sont protégés par un mur d'enceinte. Tous les éléments architecturaux étaient à l'intérieur, juste à côté de la pyramide. La pyramide est presque en leur centre, un peu plus au nord-ouest, et elle est entourée de bâtiments factices. Des bâtiments qui ne sont pas réels, qui n'ont pas de pièces intérieures. Ils ont essentiellement une façade avec des débris. Une ville entière sans habitants et sans vie. Une ville dédiée à l'au-delà. Tout ce complexe est presque comme un Disneyland, un décor de cinéma. En créant ce simulacre d'un complexe royal, il a un effet magique. Si le site paraît gigantesque, ce n'est pourtant qu'une infime partie de ce que Djéser a fait construire. Il existe une autre ville, plus secrète et plus sacrée, une ville invisible de ses contemporains. Pour Mark Lehner, un archéologue qui a consacré sa vie à l'étude des pyramides, la partie la plus extraordinaire du vaste chantier de Djéser se situe sous la surface. C'est une chose exceptionnelle de descendre sous la pyramide à degrés de Djéser, parce que pendant des années, des décennies, personne ne pouvait passer en dessous. Les archéologues qui se sont aventurés sous cette pyramide depuis le début du 19e siècle y ont découvert une ville souterraine constituée d'innombrables galeries. Depuis 1992 et le grave tremblement de terre qui a endommagé la pyramide, il est strictement interdit de descendre. Les Égyptiens ont lancé en 2010 un ambitieux projet de restauration qui vise à sauver l'édifice pour une réouverture au public. En attendant, nous avons eu le privilège exceptionnel de pouvoir découvrir ce monde souterrain. C'est un tunnel dans le socle rocheux sous la pyramide. Cela a la forme d'un tunnel creusé directement dans la roche naturelle. Ce dédale de boyaux s'étale sur presque 6 km et 3 niveaux. Il s'enfonce à une profondeur incroyable de 40 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. Même pour un archéologue confirmé, ces galeries sont un véritable labyrinthe. Le risque de s'y perdre est bien réel. Je dois vous l'avouer franchement, c'est tellement compliqué là-dessous que je m'y repère à l'instinct, parce que je ne connais pas le chemin par cœur. Mais pourquoi les Égyptiens ont-ils creusé au péril de leur vie si loin et si profond ? On pensait qu'ils avaient fait des couloirs pour déjouer les voleurs. Je ne crois pas vraiment à cela. Ces couloirs sont une vision de l'au-delà pour les Égyptiens. Le roi doit traverser ces tunnels et se battre contre des créatures sauvages, à l'aide de couteaux à la main, jusqu'à ce qu'il rencontre Osiris. Imaginez que lorsqu'ils ont construit le site de la pyramide à degrés, ils ont dû non seulement pour la première fois bâtir 15 hectares en pierre à la surface, mais aussi 5,7 km de tunnels en dessous, avec des passages et des chambres. Ils créaient un véritable monde souterrain sous la pyramide à degrés. Un monde que Bruno Deslandes a cartographié en 3D grâce au scan laser. À partir de 2004, une mission scientifique a scanné l'ensemble de la pyramide. Le travail accompli dans des conditions particulièrement difficiles a duré 3 ans. Le but était de réaliser un modèle en 3 dimensions de la pyramide et de ses galeries. Ce modèle devait permettre d'analyser la structure de la pyramide fragilisée par le tremblement de terre de 1992.
Un scanner 3D envoie un faisceau laser sur les parois à proximité et établit ainsi le volume de l'espace étudié. C'est une tête sur un trépied qui, en quelques minutes, tourne et collecte plusieurs centaines de millions de mesures. Et ce sont des mesures d'une très grande précision, de l'ordre de l'inframillimétrique. Le résultat immédiat est un nuage de points, un grand maillage très dense de centaines de millions de points. Donc un modèle que l'on peut manipuler sur un écran d'ordinateur. On note des déformations, des pathologies structurelles. Le faisceau laser est arrêté par les parois qu'il rencontre. Mais son extrême finesse et sa précision lui permettent de s'infiltrer dans les moindres interstices. Il révèle ainsi les cavités indécelables à l'œil nu. Lorsqu'on a une paroi et que soudainement on voit des points qui outrepassent cette paroi, on se dit le laser passe quelque part. Et c'est là que l'on s'interroge et qu'on cherche à trouver l'origine de ce passage. Le scan intégral des souterrains a permis de révéler l'existence de nouvelles galeries que l'archéologie traditionnelle n'avait jamais soupçonnées. Et au total, ce sont 5 nouvelles galeries, 5 descendries qui nous apparaissent. Grâce à cette découverte, la ville souterraine a gagné 1 kilomètre de plus. Et le scan a confirmé les intuitions des premiers archéologues qui ont découvert le site. Ce réseau de galeries possède un centre, qui est le caveau du pharaon. Après 30 longues minutes d'un périple accidenté, Mark Lehner parvient enfin dans la chambre funéraire où se trouvait la dépouille du pharaon Djéser. Sa tombe est un imposant mausolée de granit de 4 mètres de haut et de plus de 3 mètres de long sur 2 mètres de large. Restauration oblige, le tombeau est entouré d'un important échafaudage qui le cache provisoirement à la vue des archéologues. Allez, c'est là-dessous. On ne peut atteindre ce caveau que difficilement et par le haut. On brosse légèrement, mais on ne peut toujours pas voir. En dégageant le sable qui s'est accumulé avec le temps, on découvre les stèles en pierre qui recouvrent le tombeau. Sur chacune d'entre elles est gravée une inscription. Les voici, je pense que c'est peut-être elle. Il y avait des numéros indiquant la position du bloc que l'on supposait mis à cet endroit. Ce devait être la première fois que le corps royal avait été mis dans un coffre de granit. Ce n'était pas du tout courant à cette époque. Le granit est une pierre résistante et dure. Elle est le matériau idéal pour conserver dans l'éternité la momie du pharaon et ses pouvoirs magiques. Ce coffre en granit est comme une batterie dans laquelle on met le corps du roi. La batterie est fermée et ainsi la pyramide est pleine d'énergie et de pouvoirs spirituels magiques pour ce qui va se passer ensuite. En fait, c'est le cœur de la pyramide. Le caveau du pharaon est donc placé au centre de l'édifice. Pourtant, il n'est pas situé dans son cœur, à l'intérieur de la pyramide, mais en dessous. Le scan 3D a donné les dimensions précises de la chambre funéraire. C'est un carré de 7 mètres de côté, situé au fond d'un puits de 22,50 mètres de profondeur. Et c'est un cas unique. Dans toutes les pyramides construites ultérieurement, l'agencement est radicalement différent. Il n'y a pas de ville souterraine et le tombeau du roi est à l'intérieur de l'édifice. Alors comment expliquer que la pyramide de Djéser fasse exception à ce plan de construction qui va être la règle durant 1000 ans? Pour Jaromír Krejci, la réponse vient en auscultant la pyramide. Et là, surprise, ce que nous voyons n'est pas l'extérieur de l'édifice. Ici, nous sommes en fait à l'intérieur de la pyramide. C'est vraiment exceptionnel. Comment est-ce possible? Parce que le revêtement extérieur de la pyramide se situe à 4 ou 5 mètres de nous. Les pierres polies qui recouvraient la pyramide ont quasiment disparu. Seules quelques-unes à la base ont permis aux premiers archéologues de mesurer la distance entre la surface de l'époque et la surface d'aujourd'hui. Au temps de Djéser, la pyramide faisait 5 mètres de plus d'épaisseur. Ce sont des milliers de pierres qui ont disparu. Et la cause n'est pas l'usure du temps.
Il faut remercier les voleurs qui ont pillé toutes les pierres entre le cœur et le revêtement de la pyramide. Pendant des centaines d'années, ils ont tout pris, même le parement, pour construire d'autres bâtiments. Pour les archéologues, la pyramide du plateau de Saqqara serait maçonnée de pierre jusque dans son centre. Cette hypothèse est confirmée en 2007 avec le scan entier de l'édifice. Les 320 millions de mesures laser ont permis une cartographie interne précise du monument. Le verdict est sans appel. Ce noyau est complètement plein. À cette époque, on ne construisait pas encore d'appartements funéraires au sein même de la pyramide. Reste à comprendre pourquoi la pyramide est bâtie ainsi. On n'avait pas encore les techniques. On hésitait. C'était la première fois qu'on construisait un bâtiment si haut. Donc, soutenir 60 mètres de maçonnerie au-dessus d'une chambre funéraire, c'était un pari risqué. Le risque était que sous son poids, la pyramide s'effondre et détruise le caveau du roi. Les Égyptiens ont donc choisi de le protéger en le plaçant sous terre. Ils se sont lancés dans ce projet inédit en minimisant au maximum les risques. Mais comment Djeser a-t-il réussi à monter sa pyramide si haut? Car à l'époque, les techniques traditionnelles ne permettaient que la construction de mastabas, ces tombeaux à peine surélevés de quelques mètres. Mastaba, tout simplement, ce nom signifie banc ou banquette en arabe égyptien. La forme de la pyramide en escalier a pu induire en erreur sur la façon dont elle a été construite. On pourrait penser, et cela a été dit, que Djeser ou son architecte de génie a eu l'idée de mettre les mastabas les uns sur les autres. Et voilà la pyramide à degrés. Mais ça ne s'est pas construit comme ça. Ce choix de construction aurait été catastrophique pour des raisons simples. En fait, la difficulté, c'est quand on élève des matériaux un peu comme des Legos. Si on entasse des Legos les uns sur les autres sur une hauteur très élevée, ce que l'on risque, c'est l'effondrement. Plus un édifice s'élève, plus il est soumis aux forces horizontales et plus il risque de s'écrouler. L'empilement de mastabas ne permet donc pas de construire un monument de 60 mètres de haut. Alors, ce qui a rendu possible l'édification d'une pyramide à degrés de 60 mètres de hauteur, c'est l'invention d'une technique. Et cette technique, c'est la disposition des éléments de construction en lit déversé. Le lit déversé est une technique qui consiste à incliner les blocs de pierre vers le centre du monument, selon un angle d'environ 15 degrés. Ainsi disposés, les blocs s'appuient sur le cœur du bâtiment, assurant ainsi la stabilité de l'ensemble. L'intérêt, il est simple en fait. Ici, tous les éléments s'appuient contre le centre, contre le noyau du monument, donc il n'y a aucun risque d'avoir de mouvement, donc d'effondrement. C'est construit comme un noyau, faisant penser à une tour, et chaque niveau est fait de couches successives, comme les peaux d'un oignon, qui viennent s'appuyer sur le noyau. Le lit déversé, découvert par les premiers archéologues sur le site, est la technique révolutionnaire qui permet aux Égyptiens d'oser et voir grand. La campagne photogrammétrique, qui a créé le modèle 3D à partir de 15 000 photos du site, permet de calculer avec une précision inégalée la hauteur du monument. Mais lorsque les résultats arrivent, ce ne sont pas les 60 mètres attendus. Le point le plus haut culmine à moins de 58 mètres. Mais si l'on y ajoute les pierres disparues lors des pillages successifs, il est admis parmi les spécialistes que la pyramide mesurait bien 60 mètres à l'origine. Et en 2010, la science a révélé un autre secret sur la pyramide de Saqqara, la date exacte de sa construction. Devant nous, nous avons un détail technique vraiment important. C'est l'utilisation de ces poutres en bois de cèdre. C'est important parce que grâce aux analyses au carbone 14, nous avons pu dater très précisément la date de construction du monument. Situés au premier niveau du monument, insérés au cœur de la construction, leur datation au carbone 14 a dévoilé la date précise de cette révolution architecturale. 2570 avant notre ère. Les Égyptiens accomplissent un exploit et avec eux l'humanité rentre dans une nouvelle ère, aussi importante que l'avènement de l'imprimerie, de l'électricité ou l'envoi du premier homme dans l'espace.
Si l'on sait comment Djéser élève sa pyramide, reste à comprendre pourquoi le pharaon fait construire un monument d'une telle hauteur. Est-ce vraiment pour accéder à l'au-delà et s'assurer la vie éternelle, ou plus simplement pour asseoir son pouvoir sur le peuple? La pyramide, c'était un acte de propagande, à l'instar des dictateurs ou des dirigeants modernes qui font de grands monuments afin d'influencer le peuple qu'ils gouvernent. Maintenant, est-ce qu'ils le faisaient consciemment ou est-ce qu'ils y croyaient aussi vraiment? Tous les textes retrouvés par les archéologues confirment que les pharaons se considéraient comme des dieux vivants. En garantissant la vie éternelle à leurs rois, les pyramides protègent des guerres, des épidémies ou des famines. Pour la société égyptienne de l'époque, elles assurent aussi la prospérité et la paix. Vous savez, vous devez comprendre que la pyramide était le projet de toute une nation. Par conséquent, tout le pays aidait le roi. Je crois que la population de l'époque n'était que de 3 millions d'habitants. Et ces 3 millions ont tous participé à la construction de la pyramide. Donc ce ne sont pas des esclaves qui ont construit les pyramides, ce sont des gens qui croyaient dans cette religion, qui croyaient dans la puissance des dieux solaires. Et donc c'est au contraire honorifique de travailler pour ces monuments-là. Djéser lance toutes ses forces pour gagner la bataille. Il fait construire en 19 ans à peine non seulement la première pyramide en pierre, mais aussi une ville entière de 15 hectares. La mobilisation est générale. À l'arrière, paysans, bateliers, fonctionnaires ou prêtres, tous soutiennent le front et les 10 000 ouvriers qui s'activent sur le chantier. On sait qu'un chantier de cathédrale, par exemple, pouvait durer plus de 200 ans. Donc là, quand on compare le volume de matériaux et l'énergie déployée, il y a quelque chose d'assez extrême au niveau des anciens Égyptiens. Mais ferveur religieuse et mobilisation générale ne suffisent pas à expliquer comment Djéser a mené à bien ce chantier. De quels moyens techniques et logistiques disposait ce pharaon pour construire une telle ville? Pour Vassil Dobrev, l'étude du complexe funéraire nous révèle que les Égyptiens connaissaient déjà les secrets de la pierre. On se rend compte que c'est parfaitement taillé, même avec les tout petits détails. Donc on voit que ces gens-là n'apprennent pas en ce moment à tailler la pierre. Ça fait des siècles et des siècles que les Égyptiens travaillaient la pierre à une autre échelle. Pour la vaisselle en pierre, pour les sols, pour les dallages, pour des choses comme ça de certaines pièces, pour des portes, des cadres de portes. Donc quand on arrive, on a déjà ce métier-là, mais il n'est pas impliqué à une échelle si grandiose. Une échelle grandiose, mais des moyens limités. Les Égyptiens n'ont ni camion, ni grue, ni marteau-piqueur. Les outils qu'ils avaient à leur disposition étaient assez rudimentaires, à nos yeux. Les fouilles entreprises sur le site depuis 1924 ont mis à jour de nombreux outils. Les plus répandus étaient maillets en bois, ciseaux et pointes de cuivre. Leurs dimensions différaient en fonction de la roche à tailler et des motifs à sculpter. Problème, le cuivre n'est pas assez robuste pour s'attaquer aux blocs les plus durs. Mais les ouvriers de Djéser ont su surmonter la difficulté. Pour tailler les blocs de pierre plus durs tels que le granit, on utilisait la dolérite, une roche encore plus dure. Donc cette dolérite se trouvait sous la forme de petites pierres, sous la forme de boules, et on percutait par percussion, on concassait en fait la pierre de cette manière et on la mettait en forme. Les Égyptiens acquièrent une connaissance intime de la pierre et accomplissent des miracles qui suscitent encore l'incrédulité aujourd'hui. Les Égyptiens connaissaient l'anatomie des pierres. La pierre est comme nous, c'est comme un être humain. Elle a des parties faibles et des parties fortes. On me disait souvent que les Égyptiens ne pouvaient pas couper et déplacer des pierres. J'ai mené l'expérience. J'ai amené un homme âgé de 70 ans sur les lieux. Il est monté au sommet d'un immense bloc de pierre, il a tracé une ligne sur les parties faibles de la pierre et avec un simple burin, boum, 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 il l'a coupé. Ils ont su tirer le meilleur parti de ce qu'ils avaient à leur disposition. Ils sont parvenus à des résultats extraordinaires. Ce chantier est une formidable opportunité pour expérimenter et mettre au point de nouvelles techniques qui serviront à toutes les autres pyramides.
Dans le cas de la pyramide de Djéser, nous pouvons voir que les blocs utilisés sont plus petits que ceux utilisés dans les pyramides suivantes, celles de la 4e dynastie. Il semble que les maçons de l'époque taillaient la pierre en imitant la forme des briques. C'est pourquoi les blocs étaient de la même taille que les briques. En seulement 2 décennies, les progrès sont si rapides qu'ils sont visibles à l'œil nu. On observe une évolution en fait dans l'utilisation des matériaux, c'est-à-dire que les premières pierres utilisées pour la construction sont relativement petites, tandis que les dernières sont déjà beaucoup plus grosses. On part de peut-être une centaine de kilos, 50 à 100 kilos, jusqu'à des pierres qui pèsent jusqu'à 500 kilos, c'est-à-dire une demi-tonne. Car qui dit plus gros, dit plus efficace. Les Égyptiens ont compris l'avantage de travailler des blocs plus importants. Il y a une manière de rationaliser tout ça pour économiser sur les matériaux. Plus on utilise des pierres volumineuses, grosses, et moins on aura de retaille à faire. Moins on aura de déchets de taille. La construction de la pyramide de Djéser est une étape importante dans le développement de la société égyptienne et de son architecture. Nous pouvons constater d'énormes progrès en quelques décennies. Pas seulement des progrès technologiques, mais aussi des progrès logistiques. La photogrammétrie est un outil puissant au service des archéologues. Elle leur permet enfin d'évaluer avec justesse la masse des pierres nécessaires à la construction de la pyramide de Djéser. Le chiffre obtenu est 271 900 mètres cubes. Un volume phénoménal auquel il faut rajouter celui des pierres qui ont été volées. Leur transport nécessiterait l'équivalent de 30 000 poids lourds. Mais d'où viennent toutes ces pierres? C'est l'une des questions les plus mystérieuses qui a taraudé des générations d'archéologues. Car la cité funéraire est plantée en plein désert. Autour, uniquement du sable sur des kilomètres. D'où viennent alors les millions de blocs nécessaires à la construction du complexe? Il est important d'identifier où sont les carrières associées à ces pyramides. Les 2 premières décennies où j'ai travaillé en Égypte, je me suis souvent demandé, et pour la pyramide à degrés, d'où ont-ils extrait toute cette pierre? Et surprise, la réponse se trouvait sous les pieds des chercheurs, sur le plateau même de Saqqara. C'est une photo aérienne qui met les spécialistes sur la piste. Son étude attentive indique la présence d'une importante anomalie de terrain indétectable depuis le sol. Des fouilles effectuées au sud du complexe, à l'aplomb même du mur d'enceinte, révèlent la présence d'un immense fossé creusé dans la roche du plateau de Saqqara. Ici, on a fait un sondage justement pour voir comment cette montagne a été taillée, et la profondeur de la douve est encore plus bas. Donc on est allé à 20 mètres à peu près. Le complexe funéraire serait donc entouré d'un gigantesque fossé, comme le ferait la douve d'un château. C'est très difficile à imaginer aujourd'hui parce que c'est rempli de sable. Donc, je suis quelque part dans l'espace vide. Je flotte dans l'air, là. Non seulement le complexe de la pyramide à degrés a la taille d'une grande ville pour le 3e millénaire, mais elle est sur ce piédestal, entourée, comme un château, par un fossé. Ces premières découvertes ont excité l'imagination des chercheurs et suscité de nombreuses questions. Ce fossé dans la carrière, qu'en est-il du volume de pierre qui lui manque? Est-il égal à celui utilisé pour la pyramide à degrés? C'est vers l'archéologie 2.0 que les égyptologues mettent à présent tous leurs espoirs. Les milliers de photos ont dressé un modèle numérique d'une incroyable précision. Mark Lehner scrute avec attention ce modèle 3D qui couvre l'ensemble du site, de la vue aérienne aux plus petits détails. Et son premier réflexe est l'étude attentive du fossé. Vous savez, en vous déplaçant autour du modèle 3D de Saqqara, vous pouvez voir le fossé. La photo aérienne est une image fixe, mais ici, nous pouvons l'examiner sous différents angles. Le fossé suit la ligne du mur d'enceinte. Il semble y avoir là une dépression linéaire tout autour.
et ça ressemble même à un trombone. La photogrammétrie vous permet d'effectuer ce genre d'analyse du paysage. La photogrammétrie livre les dimensions du fossé. Elles sont gigantesques. 28 mètres de profondeur sur 40 mètres de large et 2 km de long. Vous savez, c'est une caractéristique de la pyramide à degrés et de son complexe que nous essayons encore de comprendre. Je pense que nous ne comprenons toujours pas bien l'ampleur et l'importance de ces fossés. Les chiffres donnent le tournis. L'excavation de ce fossé à l'aplomb du mur d'enceinte serait en mesure de fournir 1 million de mètres cubes de pierre. Une quantité amplement suffisante pour construire la pyramide et ses 300 000 mètres cubes, ainsi que le complexe funéraire. Ce grand fossé, en fait, a sans doute livré la grande majorité des matériaux de construction de la pyramide à degrés de Djoser. Donc il y a eu des analyses qui ont été faites et on a pu comparer, en fait, certains éléments de construction proviennent bien de ce fossé. Le fossé est donc avant tout une carrière qui a permis d'alimenter en abondance ce chantier pharaonique. Et si carrière et pyramide sont si proches l'une de l'autre, c'est avant tout pour une raison pratique. Le plus simple, c'est d'empiler et de déplacer des blocs qu'on le retrouve sur place, pour éviter à avoir à les déplacer sur de longues distances. C'est une brillante idée. En édifiant la future pyramide à côté des matériaux de construction, les Égyptiens éliminent le principal problème de l'époque, le transport. Mais quel est l'esprit de génie qui se cache derrière tant d'inventivité? Si le nom de Djeser restera à jamais associé à la première pyramide de l'humanité, un autre nom est entré dans l'histoire. Un nom que les archéologues ont retrouvé uni à celui du pharaon sur les cartouches de hiéroglyphes. Celui d'Imhotep, l'architecte de la pyramide. Associer un dieu vivant et un mortel est un cas unique dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Cela témoigne de l'importance de ce personnage. Tout ça indique en fait qu'Imhotep avait une position extrêmement haute dans la hiérarchie de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait sans doute le pharaon Djoser, et en dessous, celui qui était en charge des affaires de l'État était sans doute Imhotep. Donc Imhotep avait la responsabilité de toutes les constructions de cette époque. Cet homme est un savant, comme en témoignent ses nombreux autres titres. Scribe, médecin, grand prêtre. Et bien longtemps après sa mort, les Égyptiens vont vénérer Imhotep à l'égal d'un dieu. Imhotep était considéré dans l'Égypte ancienne comme le dieu de l'écriture, de l'architecture et des pierres. Comment cet architecte de génie a-t-il eu l'idée d'une pyramide? Les archéologues ont cherché en vain des documents qui raconteraient l'histoire de cette révolution architecturale. Pour Zahi Hawass, des informations se trouveraient peut-être dans la tombe d'Imhotep. Mais à ce jour, elle n'a jamais été retrouvée. Walter Emery, archéologue anglais, a consacré sa vie à la recherche d'Imhotep. Il est resté des années à creuser. Il est mort avant de trouver la tombe d'Imhotep. C'est donc mon rêve de trouver la tombe d'Imhotep. C'est le rêve de tous les égyptologues. Car la tombe d'Imhotep pourrait recéler des éléments cruciaux qui permettraient de percer les derniers mystères de la construction de la pyramide. Bruno Deslandes, lui, a sa petite idée de l'endroit où Imhotep aurait pu être inhumé. Architecte en charge du patrimoine archéologique pour les Nations Unies, il a dirigé une mission scientifique entre 2004 et 2007. L'objectif ? Radiographier les entrailles de la pyramide de Djeser. Lors de cette étude, il a découvert un type particulier d'inscription murale appelé des sceaux qui l'ont mis sur la piste d'Imhotep. On retrouve dans les galeries souvent des empreintes de sceaux qui faisaient acte de réception de travaux pour l'architecte qui venait superviser le chantier. Imhotep certifiait que le travail a été bien fait. Au plus profond de la ville souterraine, une galerie et son contenu, situés à seulement 1,50 m sous le tombeau de Djeser, ont attiré son attention. Cette galerie est beaucoup plus prestigieuse. Il y avait un sarcophage qui se trouvait
des murs appareillés avec des blocs de pierre, il n'y en avait dans aucune des autres galeries. Et entre ces blocs, sur les joints, des déroulés de sceaux cylindriques qui associent Imhotep et Djoser. Et là, on n'est plus dans l'ordre de la réception de travaux, on est dans l'ordre de la décoration. Cette inscription murale lui laisse penser que le tombeau trouvé serait bien celui du grand architecte qui a conçu la première pyramide de l'humanité. L'hypothèse que je formule est que Imhotep, le proche de Djoser, aurait très bien pu être inhumé dans cette galerie. Bruno ne retrouvera pas ce sceau aujourd'hui, car depuis sa mission, la galerie a subi de profondes transformations. Les travaux de consolidation entamés en 2010 pour sauver la pyramide de l'effondrement ont conduit à retirer les parements de pierre et les joints qui les unissaient. Sur des joints verticaux, horizontaux, sur de grandes distances, on avait les deux noms associés. Et on se trouve à 1,50 m de la chambre funéraire de Djoser. Aucun autre membre de la famille royale n'est aussi proche du caveau de Djoser. Heureusement, le sceau avait été précieusement documenté grâce à une empreinte numérique. La technologie, là encore, est d'un précieux secours pour les chercheurs. En attendant, le propriétaire du tombeau demeure inconnu. La chasse aux secrets de construction continue. Les archéologues n'ont pas attendu la découverte du tombeau d'Imhotep pour chercher s'il avait imaginé la construction d'une pyramide dès les premières pierres. Pour répondre à cette question essentielle, ils vont une fois encore s'appuyer sur la technologie 2.0. Les images photogrammétriques, par leur précision incroyable, permettent de distinguer différents éléments du bâti. La pyramide de Saqqara n'a pas été construite d'un seul tenant. La preuve, les ruptures très marquées sont parfaitement visibles sur le modèle 3D. Ces marques incitent les archéologues à faire l'hypothèse d'une première construction de forme carrée qui fait penser aux tombes traditionnelles appelées mastabas. Il commence à faire d'abord un mastaba parce qu'il ne sait pas construire un monument en pierre. Donc il se cherche. Eh bien, ça a tenu. Cette première réussite a sûrement incité Imhotep à voir plus grand. Et quand on observe la pyramide sur le terrain, on découvre aussi les différentes étapes de la construction. La deuxième étape consiste à agrandir les 4 côtés du mastaba. Parce que celui du milieu, jusqu'ici, c'est le premier mastaba. L'augmentation s'est produite sur les 4 côtés. Puis, sur le côté est, les ingénieurs ont pensé ajouter autre chose. Les étapes suivantes ont donc consisté à agrandir le mastaba. Celui-ci passe d'une forme carrée à une forme rectangulaire. Cette base est le point de départ d'une ascension de 4 étages. Et elle sera encore agrandie pour recevoir les 2 étages supplémentaires. On décide de construire une petite pyramide et peut-être que le test s'est avéré concluant. Et donc cette petite pyramide, aux yeux de l'architecte ou soit même du pharaon, a peut-être été jugée encore insatisfaisante. L'audace a été poussée encore plus loin et on a décidé de construire un monument haut de 60 mètres. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Nous avons maintenant un indice qui montre qu'Imhotep a procédé par étapes. Mais poursuivait-il un plan initial? Et là, surprise. L'étude de la ville souterraine indique qu'Imhotep a changé plusieurs fois de projet. Le scan 3D des sous-sols a révélé que de nombreux puits d'accès ont été recouverts au fur et à mesure de la construction et creusés à nouveau dans la roche un peu plus loin. Le travail a dû être colossal, mais ils ont réussi à réaliser tout ça. Et l'on voit comment ils l'ont conçu et comment ils ont changé d'avis très souvent lors de la construction. Mais je pense vraiment que cet agrandissement lui est venu à l'esprit pendant qu'il construisait la pyramide à degrés. Il y a 5000 ans, le pharaon Djoser et son génial architecte Imhotep accomplissent une révolution architecturale qui change à jamais la face du monde. Un chantier titanesque réalisé en un temps record, 19 ans. Les archéologues commencent à comprendre comment cet exploit a été accompli. Mais le site de Saqqara est loin d'avoir livré tous ses secrets.
On pourrait croire que c'est frustrant de ne pas avoir toutes les clés de compréhension, mais c'est au contraire ce qui nous motive à continuer nos études et à aller plus loin. Les nouvelles technologies sont des outils puissants pour percer les derniers mystères sur la construction de ces colosses de pierre. Se concentrer sur les pyramides ne suffit pas pour comprendre leur construction. Il faut aussi leur tourner le dos et regarder attentivement le paysage environnant. Pour nous, archéologues, il nous reste encore au moins 70% de découvertes à faire. Et je reste persuadé que les pyramides ne nous livreront jamais tous leurs secrets.